Il est de coutume de penser que le soir d'Halloween, la frontière entre le monde réel et celui des esprits semble disparaître, laissant ainsi se côtoyer ces deux univers, dont l'un effraie l'autre. Ainsi, pendant cette nuit, les phénomènes étranges, le paranormal, les ténèbres s'abattent sur nous. Commence alors une nuit éprouvante où fantômes, esprits et autres ghouls viennent nous torturer en nous effrayant. Il ne nous reste plus alors qu'à espérer, soit ne pas faire partie des humains visés par leur facétie, soit de tenir jusqu'au lendemain matin, où les premières lueurs de l'aube résonneront telles des lumières salvatrices. Je vous invite ce soir à écouter 3 contes d'Halloween que je vous ai écrits pour l'occasion. Vous allez voir que ce que je viens de vous dire n'a jamais été aussi vrai. Lara, 16 ans, met la dernière touche à son déguisement de sorcière en ce soir d'Halloween. Et elle ne manque rien. Grand chapeau noir, faux nez crochu, accoutrement vétuste et balai de rigueur. On pourrait presque oublier que derrière ce faciès terrifiant se cache une très jolie jeune fille, qui d'ailleurs s'en va rejoindre son fiancé Brad à la traditionnelle soirée déguisée du club country de cette charmante ville côtière. Alors qu'elle s'apprête à quitter la maison sous l'œil complice de ses parents, un petit être grimé en Freddy Krueger lui saute dessus, par derrière, lui causant ainsi une trouille bleue, au point d'en laisser tomber son balai. Une fois remise de ses émotions, la jeune fille peste sur son petit frère déguisé pour l'occasion, et fière de son effet sur sa grande sœur, pour finir par éclater de rire, car après tout, s'il y a bien un soir où Gary peut lui faire ce genre de blague, c'est bien celui d'Halloween. Après avoir bien ri, elle s'éloigne enfin en direction de sa soirée, sous l'œil triste de Gary, âgé de 12 ans, qui est bien trop jeune pour en faire autant. Pourtant, s'il est bien un jeune garçon qui aime Halloween plus que tout, c'est bien lui. Il a toujours été fasciné par ce qui fait peur, et ce, depuis sa plus tendre enfance. Alors le fait de rester cloisonné chez lui par un tel soir est une terrible frustration. Il voudrait tant pouvoir arpenter les rues, déguisé, en faisant peur aux passants. Il aimerait tant aller semer la terreur à la soirée où se rend sa sœur. Car Gary aime faire peur. Oh oui, il aime ça. Mais son programme est tout autre. Après avoir passé une après-midi à récolter des bonbons, c'est soirée film d'horreur en compagnie de ses parents. Une soirée sympa, certes, mais il y a tellement mieux à faire pour Halloween. Et pourtant, c'est ainsi que commence la soirée de Gary, tranquillement, devant un bon vendredi 13, avec un gros plat de pop-corn, à côté de sa mère et de son père. Mais vers 21h, Andrea, sa maman, ne se sent pas bien du tout. Prise de douleur au ventre et de vomissements, elle contraint le père à prendre la décision d'emmener cette dernière aux urgences de l'hôpital. A raison d'ailleurs, car celle-ci fait une crise d'appendicite aiguë, et se retrouve à faire des examens approfondis sous l'œil bienveillant de son mari. Dans la hâte, ils ont donc laissé ce soir d'Halloween vers 22h, Gary, qui se retrouve donc sans parents, seul à la maison à finir son film. Lui qui rêvait de faire trembler le monde, derrière son terrible déguisement de Freddy. L'occasion est trop belle. Gary se met alors en route. Il arpente les rues pleines de gens déguisés, et tente tant bien que mal d'impressionner ces derniers, avec son déguisement et ses griffes. Et parfois, il y parvient plutôt bien d'ailleurs. Il faut dire que Freddy Krueger et le film Les Griffes de la Nuit ont traumatisé bon nombre de spectateurs. Donc, Gary s'en amuse. Et il continue à avancer vers la soirée où se trouve sa sœur, bien décidée à lui jouer un mauvais tour. Lorsqu'il arrive à la salle du club country, la fête bat son plein. Tout un cortège de créatures se déhanche sur la piste de danse. Le jeune homme n'en croit pas ses yeux, tant certains membres ont rivalisé de talent pour proposer les meilleurs costumes. Il scrute la foule, sans y trouver sa sœur. Inquiet,
Il entreprend de la chercher dans les autres pièces du country club, notamment à l'étage. L'ambiance dans ces couloirs sombres est tout autre qu'au rez-de-chaussée où la fête bat son plein. Il y règne un silence de mort, une ambiance très angoissante. Alors que Gary avance d'un pas dans la pénombre des couloirs, il finit par y voir sa sœur et son petit ami, qui déambulent dans ces derniers, à la recherche d'une pièce pour s'isoler. L'occasion étant trop belle, le jeune garçon les suit discrètement, sans se faire repérer, jusqu'au vestiaire, où le jeune couple commence à se rapprocher. Gary les observe alors, mais il se rend vite compte de la gêne que ça procure chez lui. Alors, il se jette sur eux, en hurlant, histoire de les terrifier. Et l'effet est plus que réussi. Les tourtereaux paniquent complètement, avant qu'enfin Lara reconnaisse son petit frère. Et là, c'est les remontrances qui tombent sur le jeune Gary. La jeune femme est partagée entre la colère et l'incompréhension de sa présence à cet endroit. Le jeune Gary s'excuse alors, en lui expliquant pour leur mère. Et puis, il leur avoue qu'il voulait juste leur foutre une belle trouille, car il adore faire peur. Mais alors qu'il leur raconte tout ça, une silhouette athlétique apparaît derrière eux. Ça semble être un homme de grande taille, avec un horrible masque, et tenant dans ses mains un immense couteau. Tout va alors très vite. L'individu se jette sur Lara et lui tranche la carotide avec violence. Le sang gicle alors dans toute la pièce, tandis que Brad essaye de s'échapper en vain, car le tueur l'attrape par la jambe, faisant tomber celui-ci sur le sol maculé de sang. Avec une violence inouïe, il poignarde ce dernier une trentaine de fois, sur le corps, le visage, et même en plein dans son œil droit, transformant Brad en une espèce de bouillie sanguinolente. Gary, mort de trouille, assiste à cette boucherie, pétrifié par la peur. Il est recroquevillé sur lui-même, incapable de bouger. Il sanglote, tremblant de tout son être. Le tueur masqué s'approche alors de lui. « Eh bien, je croyais Freddy Krueger plus courageux et terrifiant que ça. Arrête de chialer et dis-moi ce que tu es venu faire ici, comme ça. » Le jeune garçon, apeuré, explique alors tant bien que mal qu'il était venu là pour faire peur aux gens. L'homme éclata de rire et lui dit alors: « Donc comme ça, tu veux vraiment faire peur aux gens? Eh bien, soit, je vais t'y aider. » Le tueur masqué lui somme alors de se lever et dirige celui-ci vers le cadavre de sa sœur. « Tu vois, pour faire vraiment peur, il faut se montrer sans pitié. Prends ce couteau et frappe cette traînée en plein visage. Défigure-la. » Les idées se bousculent alors dans la tête de Gary. Et s'il frappait plutôt ce monstre désarmé, ça ferait de lui un héros. Mais étrangement, ce n'est pas ce que veut le jeune homme. Non, ce qu'il veut, c'est faire peur. Alors, il frappe encore et encore le visage de sa sœur, jusqu'à en faire une plaie saignante. « C'est bien. Tu vois là, tu fais peur. Là, tu peux faire flipper les gens. » Alors que Gary s'arrête enfin épuisé de ses efforts, une jeune femme, appâtée par le bruit, entr'ouvre la porte et tombe nez à nez avec notre tueur en herbe. Le tueur masqué l'attrape alors et la maintient en l'empêchant de crier. « Encore mieux. Voilà qui va parfaire ton éducation. Empêche cette truie de gueuler. Bute-la. Bute cette garce. Regarde dans ses yeux la peur que tu lui fais. N'est-ce pas là tout ce que tu as toujours voulu faire ressentir ?» Enorgueilli par les paroles de celui qui est devenu en l'espace de peu de temps son mentor, Gary frappe alors la jeune femme maintenue, en plein dans l'estomac, et remonte le couteau jusqu'au milieu de sa poitrine, l'éventrant sur toute sa longueur. Il regarde alors l'agonie de cette dernière. Son visage affiche une expression d'effroi. Elle se meurt en regardant ce jeune homme, comme une victime le fait avec son bourreau. Elle est terrifiée. « Avoue que tu aimes ça. Alors voilà maintenant le plan est qu'on va décapiter cette garce.
et tu vas te rendre dans la pièce où ils dansent tous. Ce sera l'apothéose de ta soirée d'Halloween. Tous ces lâches vont être complètement effrayés par ce que tu es. Tu seras responsable de la mort de 3 personnes et tu leur inspireras la peur, celle que tu as toujours voulu leur faire ressentir. Gary sera arrêté cette soirée d'Halloween 1987 pour le meurtre sanglant de 3 personnes. Vu son jeune âge, il sera placé en hôpital psychiatrique pendant 33 longues années, où des spécialistes vont tenter de le soigner. Ils ont fini par obtenir ce qu'ils voulaient, et son dernier psy a estimé qu'il était totalement guéri. Il a été libéré il y a 3 mois, et depuis, il coule des jours heureux dans un foyer de réinsertion sociale. Mais Je l'observe tapi dans l'ombre, et je peux vous assurer qu'il a toujours dans son regard la même expression que ce soir-là, quand je l'ai initié. Et je suis sûr qu'en cette soirée d'Halloween 2020, ces vieux démons vont le rattraper. C'est ce que nous allons voir lorsque je lui rapporterai son couteau préféré. Je suis sûr de son effet. Nous allons faire une magnifique tournée tous les deux. Gary et moi, nous allons beaucoup nous amuser. Il va prendre énormément de plaisir, car c'est un fait. Gary aime faire peur. s'il est une chose qui est indissociable à Halloween, c'est bien la citrouille. On la trouve à tous les coins de rue. Sur les devantures des magasins, sur les porches des maisons, dans les jardins. Le soir d'Halloween, le paysage qui s'offre à nous revêt son long manteau orange, si cher à l'automne. Et bien sûr, en référence au célèbre Jack-o'-lanterne, bien que dans sa vraie version, la lanterne était creusée dans un navet. Mais bon, au fil du temps, la citrouille a bel et bien remplacé ce dernier. La citrouille, dans la famille Colford, c'est une véritable tradition. Depuis des lustres, la devanture de leur maison fait l'objet des visites des badauds, car les sculptures sur citrouille de Mrs. Colford sont très réputées dans le pays. Nombreux sont ceux qui se déplacent pour venir admirer ces dernières, tant elles sont incroyables. Et ce n'est pas étonnant, Mrs. Colford y met tout son cœur. Elle travaille toute la semaine précédente à Halloween en faisant preuve d'un perfectionnisme à toute épreuve, faisant fi du nombre de citrouilles qui partent à la poubelle dès lors que ces dernières ne lui donnent pas satisfaction. Cette année ne déroge pas à la règle. Elle se démène principalement sur celle qui lui semble être son chef-d'œuvre. Elle est taillée à la perfection, avec une symétrie impeccable. Des yeux, un nez, une bouche et une expression particulièrement effrayante. Elle y a passé tant d'heures pour atteindre un tel résultat. C'est donc tout naturellement et avec une précaution particulière qu'elle dépose celle-ci dans l'endroit le plus visible de sa décoration. D'ailleurs, elle y a cette année apporté un soin de mise en scène particulier. Cette tête de citrouille étant déposée sur le haut d'un corps fait de paille tressée, haut de 1,90 m, donnant ainsi pour résultat la silhouette d'un épouvantail à la tête de citrouille. Sa réalisation époustouflante faisant de cette pièce un personnage digne d'un film d'horreur terrifiant. C'est donc épuisée, avec son mari et ses 2 enfants, qu'elle contemple son chef-d'œuvre. Tu t'es surpassée, ma chérie. J'ai hâte de voir la tête que feront nos visiteurs demain soir en découvrant ce terrible Mr. Pumpkinhead. Après avoir soigneusement placé des palissades pour cacher cette magnifique décoration, tout ce petit monde s'en va enfin se coucher. Mais vers 2 heures du matin, Mr. Colford est réveillé par un bruit provenant du jardin. Après avoir enfilé un peignoir, il descend vérifier ce qui a bien pu le réveiller ainsi. Et là, ce qu'il y découvre est terrifiant. Les panneaux pour cacher cette décoration ont volé en éclats, mais plus terrible, le célèbre Mr. Pumpkinhead, pièce maîtresse de celle-ci, a disparu. Confus, il réveille alors son épouse pour lui annoncer la terrible nouvelle. Et les cris de colère de cette dernière finissent de réveiller toute la petite famille. Elle tourne en rond,
tel un lion en cage, persuadé qu'on lui a volé sa pièce maîtresse. Il est 3 heures du matin lorsque la police du contrée passe enfin pour constater les dégâts, mais surtout tenter de relever des empreintes qu'aurait pu laisser le voleur de tête de citrouille. La situation pourrait presque prêter à rire, mais cette décoration est un pôle d'attraction fort pour cette petite ville, et les Colford sont des gens très influents. C'est donc avec le plus grand sérieux qu'est traitée cette affaire. Après avoir promis de faire le nécessaire, le lieutenant Shepard quitte les lieux, laissant la famille dépitée au beau milieu de la nuit. Mrs. Colford ne décolère pas. Elle aussi entre la rage et des crises de pleurs, tant et si bien que son mari finit par lui administrer un calmant pour qu'elle puisse enfin s'endormir. Il est 4h30 du matin, et tout le monde dort, enfin, à l'exception de Mr. Colford, qui fait une ronde dans le jardin, espérant trouver une trace, un indice qui aurait échappé à la police, éclairant les moindres centimètres carrés de pelouse avec sa puissante torche, quand soudain, un petit rire diabolique se fait entendre. Qui est là? Montrez-vous. C'est vous qui avez volé Mr. Pumpkinhead? Je vous préviens, je suis armé. Il avance alors vers le bruit, provenant des buissons de la haie, tout en les éclairant. Je viens vers vous, espèce de voyou. Rendez-nous Mr. Pumpkinhead. C'est alors que par miracle, apparaît la tête de ce Mr. Pumpkinhead, à quelques mètres de lui, suivi de son corps de paille tressée, se tenant debout, telle une effrayante silhouette. « Ah, vous êtes décidé à nous le rendre. Très bien, montrez-vous. Vous pouvez la lâcher et cessez de vous dissimuler derrière. Nous pouvons nous arranger. Nous ne porterons peut-être pas plainte contre vous. » Mais la silhouette ne semble pas être tenue. Elle se tient debout, fière et terrifiante. Agacé, Mr. Colford se dirige alors derrière l'épouvantail de paille tressée, pour s'apercevoir qu'elle se tient toute seule, ainsi. Alors qu'il se trouve dans son dos, la tête de citrouille se tourne toute seule vers lui. Mr. Colford lâche alors un cri et se mit à courir comme un dératé vers la maison. Il ferme alors la porte à clé et file réveiller sa femme en panique, en tentant d'appeler la police vers 4h45 du matin. En vain. Il est 9h15 quand débarque le lieutenant Shepard chez les Colford, les poches sous les yeux d'une nuit d'astreinte trop courte. Il est accompagné d'un ami psy, le docteur Loomis, qui est là comme soutien pour la pauvre Mrs. Colford qui en a grandement besoin, avec ce qui lui arrive. Une fois sur place, il constate alors que la porte de devant est défoncée. Au sol, des petits bouts de paille tressée traînent de ci de là. Arme au poing, le lieutenant progresse alors dans la maison, avant d'arriver enfin dans le grand salon, où là le comble de l'horreur l'attend. Il y découvre Mrs. Colford, en robe de chambre, attachée sur un espèce de pieu en bois fixé au sol. Son visage semble avoir été sculpté dans la chair. Les 2 yeux sont retirés, le nez fondu en 2, avec une certaine minutie, et la bouche est élargie en une plaie béante. Mais aussi horrible que puisse paraître ce spectacle morbide, force est de constater qu'il a été fait avec un talent particulier. Le travail de sculpture sur chair humaine est remarquable. Mais je vous vois déjà vous demander, et le reste de la famille? C'est simple, on a retrouvé leur corps dans les poubelles, leurs visages sculptés eux aussi, mais avec plus d'amateurisme, loin de l'excellence du résultat de Mrs. Colford. Mais finalement, quoi de plus logique? Il fallait bien qu'avant de sortir un tel chef-d'œuvre, Mr. Pumpkinhead s'entraîne un peu. Mais je suis sûr d'une chose, je suis sûr que depuis, il s'est encore amélioré. Peut-être que nous aurons tous la chance de découvrir cette année une de ses œuvres lors de cette nuit d'Halloween. Il a fière allure le petit homme en ce soir d'Halloween.
avec son déguisement d'enfant zombie. Le souci du détail y est. Yeux vitreux, cicatrice au visage très bien faite et abondamment de sang sur ses vêtements. Un déguisement qu'il s'apprête à tester auprès des gens à qui il ira quémander des bonbons, espérant sûrement leur faire peur et en obtenir plein. C'est donc d'un pas bien franc qu'il décide de remonter Elm Street pour sa quête de sucreries. Et les premiers effets de son accoutrement ne tardent pas à se faire ressentir. Dès l'entrée dans la rue, il effraie une bande de gamins qui s'enfuient alors. Une belle bande de losers, pense le jeune Tom. Il continue de plus belle sa tournée, en remontant en direction de l'hôtel de ville de Derry, où se déroule le célèbre concours de déguisement effrayant. Celui-là même qu'il ne louperait pour rien au monde. Mais pour une fois, et au vu de l'effet qu'il procure aux gens qu'il croise, il a peut-être ses chances, qui sait. Ça serait la consécration pour lui, qui aime tant cette fête. Il continue donc son chemin, tout en testant les effets de son déguisement sur les badauds, qui ne manquent pas d'ailleurs d'être effrayés. Certains lui lâchent d'ailleurs « Hé, tu devrais faire le concours de déguisement, tu vas gagner, c'est sûr !» Ce qui procure au jeune Tom un sentiment de joie intense. Se prêtant au jeu, de plus en plus, le voilà qu'il se met à mimer encore plus son rôle d'enfant zombie, titubant, poussant des hurlements, des grognements. Il excelle tant que certains autres enfants s'enfuient en le croisant, terrifiés. Cette fois-ci, plus aucun doute. Il a toutes ses chances au concours. Il accélère alors le pas et voit au loin déjà la foule qui se presse sur la grande place. Il tente, tant bien que mal, de se frayer un chemin parmi la foule, jusqu'au podium du défilé. Par chance, il est arrivé juste à temps, quand le maire de la ville s'adresse une fois au public encore. « Bien, y a-t-il un dernier concurrent qui veut participer à notre concours et tenter de gagner son poids en bonbons? Alors, quelqu'un ? Ne soyez pas timide, voyons, montez sur scène. » Rassemblant alors tout son courage, le petit Tom monte lentement les marches qui l'emmènent sur la scène. « Ah, je vois que nous avons un dernier jeune candidat. Approche, que l'on voit ton impressionnant déguisement. Nous avons là un garçon zombie particulièrement réussi. Tu t'appelles comment? Mais Non, ce n'est pas possible. Oh non, non, ne t'approche pas. » Ce qui se passe alors autour du petit garçon est incroyable. La foule se met à crier et à se disperser en hurlant. Tom assiste alors impuissant au milieu de tous ces gens qui courent se cacher derrière les façades des maisons, derrière les voitures, et qui le regardent au loin, le craignant, mais ne pouvant détacher leur regard sur ce petit garçon. Est-ce le faux sang qui coule de sa fausse plaie? Est-ce ses yeux vitreux? Ce maquillage de son visage qui les fait trembler, toutes et tous? Alors que les gens restent loin à l'observer, le maire, accompagné de 2 policiers, s'approche du jeune garçon. Il s'adresse alors à lui. Peux-tu me dire comment tu t'appelles, mon garçon? Si tu peux le faire. Oui, bien sûr, je m'appelle Tom Odelsti. Mais non, c'est impossible. Tom Odelsti est mort jeudi dernier dans un accident de voiture, qui a tué aussi ses 2 parents. Cette nouvelle a touché toute notre commune de Derry. Monsieur Odelsti, ton père était fort apprécié ici, tu sais. À ces mots, le jeune Tom comprend mieux pourquoi sa fausse blessure à la tête coule abondamment tout le temps. C'est donc du vrai sang. Et ce goût de terre qu'il a constamment dans sa bouche. Alors que tout le monde reste médusé devant ce petit garçon zombie, au bout de la route, derrière lui, une lumière forte apparaît, avec une sensation de chaleur qui l'appelle à lui. Le jeune Tom regarde alors le maire et dit « Ah, je crois que je dois y aller. Maman et papa m'attendent et il est tard. » Le vieux maire acquiesce, alors avec un sourire. « J'ai une dernière question avant d'y aller, monsieur le maire. Est-ce que j'ai gagné ? » Oui, mon garçon. C'est toi qui as gagné.
À présent, tu peux y aller. Repose en paix. Embrasse tes parents pour nous. Dis-leur qu'ils nous manquent beaucoup. En ce soir d'Halloween, à Derry, il s'est passé une bien étrange affaire. Il arrive que parfois, avant de rejoindre l'au-delà, il nous reste un rêve à réaliser dans le monde des vivants. Pour Tom, c'était de gagner le concours de sa ville. Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, la frontière qui nous sépare de l'au-delà en cette soirée d'Halloween est mince, et il n'est pas rare que nos deux mondes se rejoignent, comme pour Tom et son concours. Mais finalement, quoi de plus logique qu'il ait gagné? Après tout, c'est bien lui qui avait le plus effrayant des déguisements. Ainsi s'achève cette soirée spéciale Halloween en ma compagnie. J'espère que vous avez apprécié les 3 contes que je vous ai écrits pour l'occasion. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires celui que vous avez préféré. Mais je vous avais promis de surprises. Et comme je suis un homme de parole, et voilà. La surprise est que vous puissiez enfin mettre un visage sur cette voix, cette personne qui vous tient compagnie depuis maintenant plusieurs années, qui vous écrit tous ces récits qui, je l'espère, vous font frissonner ou vous apportent votre dose quotidienne d'émotions. Je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses sur la chaîne et ça me touche particulièrement. Encore une fois, merci. Je vous dis à très bientôt sur Creepy Stories, la chaîne où vos peurs et vos émotions prennent vie. Et encore une fois, joyeux Halloween.